Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans N1, c'est le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour une nouvelle émission et pour continuer un petit peu à aborder l'actualité NBA malgré cette pause du All-Star Break. Alors promis, on ne va pas parler du All-Star Game, du All-Star Weekend qui n'a pas grand intérêt honnêtement pour nous en tout cas. On va laisser ça à d'autres et on va se concentrer sur la fin de saison régulière et les playoffs en vue, c'est quand même bien plus intéressant. Pour vous accompagner, il est de retour après une pause Super Bowl. C'est Yannick. Salut Yaya. Salut Chris, salut à tous. Bah écoute, je suis de retour. Bah écoute, c'est la dernière ligne droite, ça y est, c'est maintenant. Les effectifs sont connus, et puis c'est maintenant que tout se joue. On va chercher le meilleur site possible en playoff et pour être le meilleur site de playoff et après casser la gueule à tout le monde. Hein. Et puis on sait déjà beaucoup de choses. Exactement. On sait des choses et il y en a d'autres où on va discuter et où il y a encore pas mal d'incertitudes et c'est ça qui fait aussi le sel de cette fin de saison régulière en NBA. Et alors, juste une chose, on n'est que tous les deux parce qu'on a envoyé les autres au concours de dunk du All-Star Weekend parce que ils sont bons qu'à ça. Voilà. Et quand on voit le niveau du concours de dunk de ce All-Star Weekend, bah vous avez compris. Oui, alors parce que nous on tourne dimanche après-midi, donc on n'a pas encore vu le match là USA contre le monde et tout ce que vous voulez. Par contre, oui, il y a eu le samedi soir qui est passé. Alors j'ai eu beaucoup de peine pour le mec du Magic, je pourrais même pas te dire son nom là, qui s'est vautré très très douloureusement et qui a quand même été courageux d'aller reclaquer un dunk derrière. Mais franchement, en fait, on en vient quasiment à être. Là, j'ai vu un tweet passer, c'était genre, on a failli avoir le premier décès pendant le All-Star Break, pendant le All-Star Weekend, pour te dire à quel point ça en devient triste en fait cette soirée, ce concours, cette mascarade de propagande de la NBA, tu vois. Peut-être pas aller jusque là, mais en fait, je vais pas m'énerver tout de suite. Bon, on avait dit qu'on n'en parlait pas, donc on en a parlé. Ouais, voilà, c'est fait. Bon, merci. Bref, voilà. On remercie votre joueur préféré du 21e siècle d'avoir tué le All-Star Game. Voilà, allez, comme il a tué la NBA. C'est voilà. Ça. Allez, on va parler. Tiens, on va sûrement en parler parce qu'on va parler de la conférence Ouest. On avait fait le podcast que vous retrouvez qui est sorti vendredi. On avait un petit peu décalé la sortie. Donc vous retrouvez le précédent podcast qu'on a tourné donc ce vendredi avec Anna et on était parti sur la conférence Est et la nouvelle hiérarchie. On a essayé de discuter ensemble de ce qu'on pouvait imaginer comme hiérarchie pour la fin de la conférence Est, pour la fin de saison régulière à l'Est. On va essayer de mettre les mots dans l'ordre. On avait repris le classement dans les 6 premiers, grosso modo. On avait un petit peu discuté, échangé. On s'était dit, est-ce que Détroit pouvait continuer à être le leader naturel de l'Est et donc aller en finale NBA? Est-ce que les Cavs avaient fait la meilleure intersaison, le meilleur mouvement de trade deadline et pouvaient devenir le favori ou un des nouveaux favoris dans la conférence Est? On avait aussi parlé évidemment de Tenix, Yaya. On avait parlé des Boston Celtics, des Raptors, des Sixers. Donc allez écouter ça, vous aurez l'épisode complet sur la conférence Est juste en dessous là dans votre référencement d'épisode. Nous, on va s'attarder sur l'Ouest du coup, et on va prendre le même schéma que ce qu'on a pu tourner là il y a quelques jours. Donc pareil, on va reprendre un petit peu les équipes dans l'ordre du classement et se poser des questions et discuter ensemble autour de cette hiérarchie dans la conférence Ouest avant les playoffs qui vont démarrer d'ici quelques semaines quand même. Ça va venir assez rapidement. Est-ce qu'on est parti? C'est bon? Allez, on va attaquer tout de suite. Donc, on va reprendre le classement. Donc, nous, comme on l'a dit, on est le 15 février. Donc, on prend le classement à ce moment-là, évidemment, avec le Thunder d'Oklahoma City qui est toujours leader à l'Ouest, 42 victoires, 14 défaites. Le bilan sur les 10 derniers matchs est assez médium, 5 victoires, 5 défaites. La question qu'on se pose, et que moi je vais te poser Yaya, et on va en discuter ensemble, est-ce que là, à l'heure actuelle, dans ce qu'on voit, est-ce qu'on a un Oklahoma City toujours aussi serein que ce qu'on a pu envisager, ce qu'on a pu voir surtout sur le début de saison? Ils ont clairement mis la surmultipliée. Alors là, on a vu l'arrivée dans l'ISS de notre française. Ils ont fait exactement pareil, c'est-à-dire que on sait que pour le décollage d'une fusée, il y a 90% du kérosène qui est utilisé pour le décollage. Ils ont fait pareil, ils ont mis. Ah oui, non, mais attends, on est un podcast de qualité, on donne des infos. Oh la vache. Alors là, je l'avais pas. La métaphore astronomique, astronomique. Ça va pas du tout, moi. La métaphore aérospatiale, merci. Magnifique. Bravo Yaya, franchement. Oui, non, mais oui, j'ai quelques skills. Et du coup, tu vois, ils sont positionnés tout de suite
en tête. Maintenant, ils font de la gestion. Il y a quelques petites blessures dès qu'il y a la moindre alerte. Ils connaissent le chemin pour y aller. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Je ne sais pas parce qu'il y a d'autres personnes. Mais tu vois, maintenant, ils peuvent gérer. Ils ont 4 matchs d'avance. Allez, ils sont tranquilles, quoi. Donc, tout en gestion. Tout en gestion. Ok, alors, je suis pas nécessairement d'accord parce que on avait dit en début de saison, tu sais, on en parlait, alors nous et d'autres évidemment, tu sais, sur leur début de saison vraiment stratosphérique où on parlait même, tu sais, du meilleur bilan de la saison régulière, tout ça. Est-ce qu'ils vont battre les Warriors de l'époque Steph Curry 2015-2016, tout ça. Bon, bref. Évidemment non, ça s'est vite cassé les dents, mais c'était pas l'objectif, ou en tout cas c'était pas un des trucs, c'était pas l'objectif majeur, c'était peut-être dans les têtes des joueurs, mais en tout cas là ça ne l'est plus, c'est sûr mathématiquement. Au-delà de ça, tu l'as dit vite fait, les blessures, moi, ça peut commencer un petit peu à tiquer du côté du Thunder. T'as eu chez Gilgeous-Alexander qui a été un petit peu géré. T'as Jalen Williams aussi. On sait que c'est un apport extrêmement important dans le collectif du Thunder. On sait que cette équipe d'Oklahoma City, c'est un effectif dense avec beaucoup de joueurs, avec une rotation importante et avec une vraie profondeur. Mais t'as quand même des joueurs qui sont majeurs dans cet effectif-là, comme dans toutes les équipes qui vont loin et qui sont championnes, comme les Thunder. Attention quand même à voir, on voit que la saison de Jalen Williams c'est pas nécessairement la plus simple. On se rappelle qu'il avait joué en play-off avec une blessure, tu sais, blessure au poignet si je ne m'abuse. Un petit peu eu de mal à revenir après ça, à la soigner. Là, il y a d'autres petits bobos, donc le bilan est un petit peu moins bon en ce moment, de par aussi ses absences, de par l'adversité qui s'ajuste aussi, parce que on sait très bien comment marche une saison NBA où les équipes en cours de saison se réajustent par rapport aux adversaires, par rapport à ce qui peut être proposé soir après soir. Quand je regarde un petit peu ce qui peut être fait, alors ça reste des chiffres, hein, donc on va pas s'emballer, mais par exemple, quand tu vas voir un petit peu l'index performance, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc en gros, tu sais, ça reste des stats pour te dire le pourcentage de chances de l'équipe d'aller en play-off, d'aller en finale de conférence et d'aller en finale NBA, de gagner la finale NBA, ok. Bon alors le Thunder évidemment en play-off 100% de chance d'y aller, il y a aucun problème là-dessus. Quand on commence, et après évidemment on décline, mais tu vois sur ce truc-là, alors ils le font sur Basketball Référence, ils l'ont fait sur ESPN aussi, j'ai un petit peu regardé les deux. Toi sur ESPN, alors on prend pas l'information, mais moi je vous la donne telle que je la vois. Ils ont 57% de chances de gagner les finales NBA. Là, tu vois moi comme ça aujourd'hui, je leur mets pas 57% de gagner les finales, 57% de chances de gagner les finales NBA. Déjà parce que la concurrence à l'Ouest risque d'être un petit peu plus féroce que les chiffres veulent dire. Et parce qu'après, en face, t'as quand même une finale à gagner contre une équipe de l'Est. Alors, quelle que soit on verra quelle équipe de l'Est y est, mais on en a parlé dans le podcast il y a quelques jours. T'as quand même maintenant des équipes à l'Est qui sont mieux armées qu'elles ne pouvaient l'être il y a quelques jours, voire semaines de ça. Donc, je trouve, en fait, qu'il y a encore, comment dire ça? Toi, la sérénité qu'il y a pu avoir du côté du Thunder en fin 2025 et début 2026, moi perso, je suis beaucoup moins. Je suis moins serein pour eux sur le côté cruise et sur le côté ça va dérouler tranquillement. Tu vois. Et je te parle pas de régulière. Je te parle vraiment parce que bon, on sait que le Thunder, on s'en fout. La régulière, ils vont finir premier, aller deuxième au pire. Je te parle en vue des playoffs. Tu vois. Ouais, mais tu finis premier, tu vas affronter quelqu'un qui sort de play-in. Tu vas affronter le vainqueur du 4-5. Logiquement au deuxième tour, tu vas avoir l'avantage du terrain en finale de conf. C'est une équipe qui connaît le chemin et qui sait et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle sait exactement où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Et la régulière, honnêtement, ils s'en foutent. Ah oui, oui, mais la régulière, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle pour la suite des playoffs et le Thunder, c'est les finales NBA, c'est même limite le back-to-back ou rien, tu vois. Ah ben eux, c'est clairement le back-to-back ou rien. Après, c'est toujours pareil. On est en NBA, donc ça veut dire que l'équipe qui est championne, faut la sortir. Mais il a tellement de choses en stock, Marc Daigneault. Écoute, tu vois, ils ont besoin de faire aucun mouvement pour l'instant. Non, ils ont tout. Ils ont tout. T'as parlé de Williams. Moi, je pense que, tu vois, si tu me dis que pendant l'été, ils le bougent parce qu'ils ont trouvé un autre joueur dans leur roster,
je serais même pas surpris, ou qu'ils arrivent à récupérer des joueurs qui fit un peu mieux parce que dans le vestiaire, tu vois, il veut prendre plus de place, il veut une place de leader. Bah écoute, tu l'envoies à Pétaouchnok et puis voilà. Mais Ok. là, pour l'instant, chacun connaît exactement son rôle, c'est ce qu'il a à faire, et voilà. Et puis, c'est drivé de main de maître par SJA, et puis, let's go. Oui, ça, je te rejoins. Chacun connaît son rôle. Tu vois, En fait, c'est le plus dur. C'est le plus dur dans une équipe NBA, c'est que tout le monde soit dans son rôle et connaisse son rôle. Et le problème, c'est les joueurs qui ne savent, enfin, pensent qu'ils méritent plus que leur rôle. Et c'est ça qui fout un peu la zizanie, on va dire, dans une équipe. Donc, tu vois, pour moi, eux, ils savent. Et surtout, Coach Denio a montré son savoir-faire en gagnant un titre avec ça. Donc, du coup, maintenant, ok, tu veux pas être champion, t'inquiète pas. Tu veux jouer plus, écoute, allez hop, dehors. Tu vois, et puis, tu vois, il y a eu une phrase là, il y a pas longtemps de Coach Denio, moi que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si tu l'as vu quand il a parlé d'Ousmane Dieng qui a fait son meilleur match en carrière en venant parce que maintenant il est à Milwaukee, ouais. et il arrive là-bas, il a fait un carton, il a failli faire un triple double. Et il a dit, nous on est très contents. En fait, on forme des joueurs, et pour que pour attirer des bons joueurs, il faut pas qu'on les bride. Et c'est-à-dire que s'ils peuvent pas rentrer dans la rotation parce qu'il y a des joueurs plus forts, nous on les trade pour qu'ils puissent aller jouer ailleurs, et qu'ils fassent des cartons ailleurs. Nous, c'est tant mieux pour nous parce que ça va nous ça nous montre que on est dans le vrai. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien de la part d'un coach de le reconnaître. C'est un peu comme ce qu'avait fait Popovic avec Nando De Colo à l'époque, en disant écoute, moi j'ai pas le matériel, enfin je peux pas matériellement te mettre sur le terrain, va à Toronto. Ok. Oui, oui. Donc bon, alors cette équipe du Thunder, on va évidemment continuer à la suivre, et on n'a pas de doute, attention, hein, sur leur réussite déjà pour la saison régulière, mais on verra en playoff. On sait que c'est toujours aussi quelque chose de différent. Ouais. On sait que l'exercice du back-to-back est un exercice extrêmement relevé et compliqué. Il suffit de vous regarder un petit peu les palmarès des dernières saisons en NBA. Il n'y a pas beaucoup de back-to-back. Hein. Depuis les Warriors, il n'y en a pas eu. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça montre aussi la densité de cette ligue. Bon, si vous nous écoutez, c'est que vous la connaissez un petit peu, mais donc on verra si le Thunder arrive en play-off comme il faut, avec tous les joueurs dispo, frais et à maturité, on va dire, pour attaquer cette campagne de play-off où ils seront attendus dès le premier tour. Et encore plus évidemment au-delà. On enchaîne, si tu veux, avec un petit tir groupé de deux équipes là. On va parler des Spurs et des Nuggets, donc deuxième et troisième de cette conférence Ouest. Les Spurs sont à 38 victoires, 16 défaites, 3 matchs derrière le Thunder, seulement 3 matchs derrière le Thunder. Et les Nuggets qui sont à 35-20, il y a 6 matchs et demi d'écart avec OKC, et donc 3 matchs et demi d'écart avec le Thunder, vous l'aurez compris. Les Spurs qui sont sur une bonne grosse série de succès là pour l'instant, 6 victoires de suite, 8 victoires, 2 défaites sur les derniers matchs. Pour Denver, on est sur un range un petit peu plus petit avec 5 victoires, 5 défaites. On va prendre le temps d'en parler. On va parler des Spurs si tu veux bien pour commencer, Yaya. Cette équipe des Spurs qu'on attendait en début de saison pas du tout aussi haut dans la conférence Ouest, on va pas se cacher, qui nous montre vraiment de très très belles choses, évidemment autour de Victor Wembanyama, mais j'ai envie de dire surtout autour d'un collectif qui tourne très très bien et qui cartonne soir après soir. Est-ce que ces Spurs-là, ils peuvent être... Comment on va formuler ça ? On sait qu'ils vont être dangereux, mais est-ce qu'ils peuvent être encore plus dangereux que ce qu'on peut imaginer pour la suite pour le Thunder ? On va être clair, tu vois. Pour cette année, je pense que ça va être un peu compliqué. Il va être un peu juste. Malgré tout, faut pas oublier que c'est la 3e année de Victor Wembanyama. Bientôt, il va être en fin de contrat rookie. Il va falloir le payer très très cher. Tu pourras pas garder tout le monde. Donc c'est maintenant qu'il faut gagner. En fait, tous les efforts, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Donc alors ok, tu vas avoir de l'argent qui va être disponible bientôt avec la fin du contrat de De'Aaron Fox. Tu utilises à fond cette timeline De'Aaron Fox
Wemby, et après, tu as les autres qu'il va falloir payer petit à petit, Castle, Harper et tutti quanti. S'ils veulent vraiment reconstruire une vraie dynastie comme ils ont fait, c'est maintenant ou jamais. Après, attention du côté des Spurs, le vrai souci, ça va être la santé de notre Victor Wembanyama national. Donc, l'année dernière, il n'a pas fini la saison. Là, faut qu'il aille jusqu'au bout. Et après, on va voir en playoff comment ça va, comment ça va tourner. C'est ça. Que... Et ce sera les premiers playoffs de Wemby. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, on peut annoncer déjà qu'ils seront en playoff. Et puis surtout après, je trouve que l'équipe est très très équilibrée. Ils savent, la hiérarchie est là aussi. Tu vois, on sait que l'option numéro 1 c'est Wemby, De'Aaron Fox derrière, Stephen Castle derrière. On sait. Et après, tu as des role players qui bientôt seront un peu plus. Je pense à Harper, qui lui est amené à avoir un plus grand rôle bientôt. Notamment quand De'Aaron Fox partira. Parce que après le contrat de Fox, il est bloqué sur un paquet d'années, jusqu'en 2029-2030. Hein, donc mais oui. Mais après, il faudra faire un choix. Faudra bien bouger quelqu'un. Hein. Ah oui, non mais oui. Tu pourras pas garder tout le monde, ça je suis d'accord. Après, la timeline, elle est quand même. Là, je la vois quand tu regardes un petit peu les contrats, elle est sur. On va dire la fenêtre, elle est sur 2-3 ans parce que tu vois Victor par exemple, il est sur son contrat là à 13 millions cette année, 16-8 l'année prochaine, mais ce sera après évidemment, il faudra sortir la blinde pour lui. Stephen Castle, il est en team option aussi pour les 2 prochaines années et en 27-28 il est à 12 millions, donc tu vois ça te fait une marge de 2 ans. Fox il est bloqué jusqu'en 2029-2030. Bon après 2029-2030 c'est tellement loin dans la NBA, ça peut avoir bougé d'ici là, mais Carter Bryant qui montre aussi de très belles choses en ce moment. Il a aussi un contrat qui va jusqu'en 28-29 ou des team options. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ils sont pas non plus en mode, tu sais, on avait pu parler des Sixers il y a l'année dernière, je crois, où on s'était dit en gros, ils avaient plus personne, tu sais, à l'issue de la saison, où c'était à 2 ans, voilà. C'est pas ça pour les Spurs, mais en tout cas, je te rejoins sur le côté fenêtre de tir qui est pas énorme, et surtout quand t'as un mec comme Victor Wembanyama, tu peux pas te permettre de dire bon attends, nous notre objectif c'est d'arriver en finale NBA dans les 5 prochaines années. Non, faut y arriver là le plus vite possible, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand t'as des joueurs, en fait, ça devient avec le CBA actuel, c'est un peu comme la plupart des ligues sportives. Quand tu as un rookie qui performe tout de suite et qui est un game changer, faut que tu gagnes avec lui parce qu'en fait, il te coûte pas cher. Parce que ce qui est le pire pour une équipe, c'est de payer un joueur un contrat max alors qu'il est blessé. Tu vois, typiquement. Et après, c'est intransférable. Typiquement, c'est ce qui se passe à Milwaukee. Qui va vouloir récupérer Giannis qui est sur une jambe à 60 millions. On l'a bien vu, ça a pas bougé là en février, donc alors il doit y avoir d'autres raisons derrière, on verra cet été. Oui, parce que c'était ta hot take, c'est pour ça. La NBA t'écoute et c'était juste pour dire Chris, t'as vu? Oui, bon voilà, Adam Silver, je te remercie pas évidemment, mais ce n'est que partie remise. Ouais, non mais bien sûr. Après, si tu veux, pour moi, il y a un vrai truc par rapport à ça, et on se rend compte des conséquences des CBA maintenant parce que les gars c'est des ingénieurs financiers, tu vois. Et donc du coup, moi je me dis que les gars ils réfléchissent vraiment à ça et on sait que maintenant quand tu as un joueur sous contrat rookie, ça te coûte moins cher. Donc tant qu'il est pas cher, profites-en pour l'entourer, pour entourer et récupérer des joueurs. Carrément. Et là, du coup, pour revenir sur le terrain, on va dire, c'est vrai que cette équipe des Spurs est quand même bien armée avec donc évidemment pas mal de jeunesse autour de Victor Wembanyama qui, on rappelle, n'a que 22 ans, Dylan Harper qui en a 19, Stephen Castle qui en a 21, Carter Bryant qui en a 20, De'Aaron Fox qui est pas trop vieux non plus, qui a 28 ans, et t'as des petits vétérans, tu sais, qui font plaisir, qui font du bien. Harrison Barnes, exactement, tu vois, le nom est arrivé en même temps, Harrison Barnes qui est à 19 millions cette année, donc lui, on verra pour l'année prochaine, il n'y a plus rien derrière, mais
il est en sortie de banc, il fait le taf qu'on connaît depuis 10-12 ans en NBA, Harrison Barnes. C'est un mec qui va aussi les driver, qui connaît les playoffs, qui connaît le parcours, qui connaît le chemin. Et c'est un mec, c'est typiquement, tu sais, ce genre de joueur qui fait du bien à une équipe jeune, ambitieuse et qui vise loin. Parce que tu sais, il va aussi avoir la tête un petit peu sur les épaules, la tête froide et leur dire, OK les gars, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir viser ça, mais il y a des étapes, il y a des steps à passer. Et un mec comme toi, c'est vraiment, moi, ça fait partie des quelques mecs en NBA. Moi, ça fait plaisir de les voir dans des effectifs comme ça, tu vois. Tu vois, Harrison Barnes, déjà, premièrement, il a fait son parcours à UNC, qui est pas un programme NCAA lambda, tu vois. Je crois même qu'il a été champion avec UNC, hein, mais je suis pas tout à fait sûr de celle-là. Mais quand il est arrivé aux Warriors, c'était les Warriors au début, c'est-à-dire avant qu'il soit champion. Et quand ils ont été champions, avec l'arrivée d'Iguodala, il a déjà été un gars, un glue guy, tu vois, un gars où on lui disait fais ci, fais ça, il le faisait. Et c'est après qu'il est parti. Après forcément parce qu'il y avait KD et tout ça. Donc tu vois à peu près. Après il est parti à comment ça s'appelle, à San Antonio, d'abord à Dallas, ensuite à San Antonio. San Antonio, qu'est-ce qui se passe? Sacramento, pardon. Sacramento, qu'est-ce qui se passe? Mais Light the Beam derrière. Quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Tout retombe. Tu vois, c'est le genre de gars. C'est toujours important des gars comme ça. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Donc vraiment un effectif qui est extrêmement intéressant et des joueurs qui se montrent. Alors, il faut que je retrouve la stat parce que je l'ai plus devant les yeux, mais je vais vous la retrouver tout de suite. C'est ça. C'est Stephen Castle là. C'était au tout début du mois de février là. C'était contre Dallas si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, contre les Mavs où il a sorti une perf assez historique dans l'histoire des Spurs. Il termine en triple-double. Il fait 40 points, 12 passes, 12 rebonds. C'est le deuxième joueur des Spurs à réaliser un triple-double à 40 points. Le premier, c'était David Robinson. Bon, David Robinson et les Spurs, il y a souvent des records où il est souvent en tête de liste quand on parle de l'histoire des Spurs, et ça classe aussi le bonhomme. Et t'as des mecs comme ça, tu vois, qui peuvent aller te faire des putains de perfs, pardon pour l'expression, mais sur des campagnes de playoffs, sur des matchs couperés, parce que c'est un effectif qui a peur de rien, qui est bourré de talent, qui est bien coaché. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure du côté du Thunder, je trouve aussi que chacun connaît son rôle, connaît sa place, tu vois, et ils vont pas vouloir attirer la lumière plus vers l'un que vers l'autre en mode non mais emmène-moi les spotlights, moi je vais te gagner une campagne à moi tout seul. Même Wemby qui pourrait de par son talent indéniable et le niveau extraordinaire qu'il peut avoir, en fait non, c'est d'abord le collectif qui prime. C'est en fait un peu à l'image de ce qu'est la franchise Spurs. Et je trouve que dans, tu sais, le processus qu'on avait pu envisager pour les Spurs de se dire bon bah voilà, t'es une équipe jeune, t'as un Victor Wembanyama qui n'a pas encore connu les playoffs, on envisage une bonne saison cette année, pourquoi pas des playoffs, et après, en 2026-2027, d'être très compétitif. En fait, j'ai l'impression que là, ils ont déjà passé ce stade-là, et qu'ils sont déjà l'équipe très compétitive qui pourrait potentiellement être très très chiante à jouer en playoff, quel que soit l'adversaire de l'Ouest. Alors, oui, dans le sens où, en fait, eux, leur vraie identité, on parle des apports offensifs, mais c'est surtout la défense. C'est le 3e defensive rating, hein. Donc, après, on sait comment ça se passe en playoff. Hein. C'est plus du basket un peu plus haché, moins ouvert. On va voir comment des petits jeunes, justement, peuvent s'adapter à ce type de basket. Carrément. Donc les Spurs, on va suivre évidemment. On va enchaîner sur la deuxième partie de la question de cette deuxième catégorie, les Nuggets, qui sont donc 3e de cette conférence Ouest. On les a toujours mis, nous, en tout cas dans ce podcast-là, depuis le début de la saison, comme une des places fortes de la conférence Ouest, évidemment, et comme une des équipes qui pouvait aller chatouiller le Thunder et pourquoi pas retrouver même des finales NBA. Est-ce qu'on est toujours sur la même lignée, la même longueur d'onde, Yaya, une fois cette trade deadline terminée, maintenant que les effectifs sont bloqués? Ou alors on commence un petit peu à s'interroger sur les possibilités de Denver d'aller retrouver le sommet de l'Olympe. Moi, je pense que c'est une équipe qui est toujours pénible à jouer tant qu'ils auront Jokic. Et ils ont réussi à jouer sans Jokic avec un Jamal Murray, on en a parlé il y a pas longtemps, capable de hausser son niveau de jeu. Tu vois, et de prendre le relais.
Moi, je pense que l'année dernière, ils ont fait un move complètement hallucinant de changer le coach à 3 jours des playoffs. Ouais. On sait toujours pas le fin fond de l'histoire, mais la chose que moi je peux te dire, c'est que pour l'instant, ils savent exactement où ils veulent aller. C'est une équipe, tu vois, ils ont blindé pendant l'intersaison avec des role players pour. Tu parlais d'Harrison Barnes. Eux, ils ont pris Tim Hardaway Jr. C'est pas la panacée, mais ça fait toujours du bien, tu vois, un joueur comme ça capable de shooter et de t'apporter quelque chose. Donc eux, clairement, en fait, le truc c'est ils seront toujours pénibles. C'est le premier offensive rating, hein. Donc ils savent exactement comment jouer en attaque. J'ai toujours des doutes sur la défense. Ouais. Là-dessus, ils sont en 24e defensive rating. Ça vient de leur style de jeu et surtout de leur joueur totem Jokic qui en défense, on va dire que c'est pas là où il C'est pas son point fort, voilà. Mais bon, on peut lui pardonner quand même. On lui pardonne, ouais, tout à fait. Mais derrière, tu vois, ils savent exactement où il faut donner la balle, quand il faut donner la balle. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est une équipe. Si tu sais que tu les rencontres, tu souffles fort. Ouais. Bah, on a vu l'année dernière, rappelle-toi, en demi-finale de conf, ce Thunder Nuggets, pour beaucoup, était peut-être la série la plus excitante, ou celle qui a donné plus de frissons de tous les playoffs, quelle que soit la conférence, et même peut-être même des playoffs en intégrant les finales NBA, même si les finales NBA ont été jusqu'au match 7, mais cette série-là, en termes de niveau, était assez dingue. Moi, le bémol que je veux apporter sur cette équipe de Denver, je te rejoins sur la plupart des points que tu as abordés. En fait, c'est on a très rarement vu cette équipe-là au complète. Tout le temps des blessés. T'as eu Gordon, t'as eu Jokic, t'as eu Peyton Watson en ce moment, t'as Gordon qui est reparti, qui est blessé. Là, tu regardes la liste. Bon, après, t'as des joueurs qui sont un peu moins importants, on va dire, dans la rotation. Tu vois, Jalen Pickett, Spencer Jones. Bon, voilà. Mais Peyton Watson, ça peut être embêtant. Alors, c'est pas une blessure jusqu'à la fin de la saison, mais en fait, tout ça pour vous dire que on est tout le temps en train de dire il faut que l'équipe soit prête et il faut que tous les corps soient prêts et en bonne santé quand les playoffs arrivent et à l'issue de la saison régulière. Et qu'il vaut mieux avoir une blessure au mois de février que au mois d'avril ou mai. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais en fait, au bout d'un moment, la saison régulière, ça permet aussi normalement à une équipe, tu sais, de trouver les automatismes, de trouver tous les éléments qui font que quand tu arrives en playoff, bah tout est bien huilé, ton collectif est bien huilé, tes systèmes sont bien huilés, tout est mis en place pour que tu sois le plus performant possible. Mais comme là, en fait, pendant quasiment, pour l'instant, depuis le début de la saison, on les a très rarement vus tous ensemble jouer. Ouais. Donc c'est compliqué en fait d'arriver à se dire, ouais, mais si, alors il faut déjà qu'ils arrivent tous en forme, ce qui pour l'instant est loin d'être gagné quand on voit quand on voit l'infirmerie de Denver depuis le début de la saison. Et moi j'ai des gros doutes sur la santé et comment va se passer le rétablissement et la réintégration d'Aaron Gordon. On a vu qu'il s'était blessé, on a vu qu'il était revenu, il est reparti, et on sait très bien qu'Aaron Gordon est une pièce maîtresse, une pièce majeure de la réussite ou de l'échec de Denver dans les playoffs à venir. Et là, moi, la saison d'Aaron Gordon, elle me fait flipper. Et donc, par effet ricochet, la saison de Denver me fait un petit peu peur. Encore une fois, pas pour la saison régulière, mais pour les playoffs, parce que c'est une équipe qu'on attend à ce niveau-là. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ce segment un peu blessure et de l'impact que Gordon va avoir et a déjà sur la réussite ou non des Nuggets dans la fin de saison et surtout dans les playoffs à venir, tu vois. De mémoire, l'année dernière, Gordon, il se blesse déjà aux ischios pendant les playoffs, et là, c'est encore les ischios qui ont pété. Il a 30 ans, il va falloir qu'il prenne le temps de soigner ça. Sans lui, il perd la verticalité dont Denver a besoin. Souviens-toi, quand il arrive, le plancher, comment il monte de cette équipe. Parce qu'il apporte une verticalité et que
avec Jokic, ils s'entendent comme larron en foire. Tu vois, Jokic peut balancer les ballons en l'air et lui, il va les capter. Tu vois, les alley-oops, il va prendre les alley-oops et tout ça. Donc, je ne suis, enfin, sans Gordon, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi. Après, même si les deux osos, Jokic, Murray, font monter le niveau, il leur manquera une troisième force. Donc, C'est ça. important. Gordon, c'est que 23 matchs cette saison pour regarder les chiffres. T'as C'est Christian Brown, j'en ai même pas parlé, qui est à 19 matchs seulement joués cette saison. Jokic est 39. Tu vois, celui qui a le plus joué, c'est Jamal Murray. Et lui, autant on a pu lui taper dessus pendant les dernières années, malgré la campagne de playoff qu'ils ont vu finir champion. Là, cette année, Jamal Murray, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc, encore une fois, on verra quand les playoffs arriveront. Mais si l'effectif est pas au complet, moi, je pense que tu peux pas aller, ils pourront pas aller emmerder les deux équipes qu'on a citées là sur la dernière demi-heure, tu vois. Je pense qu'ils sont en cran en dessous, même s'ils ont le meilleur joueur sur le terrain. On est Mais d'accord. meilleur joueur d'un seul côté du terrain, c'est ça le problème. Et il va pas pouvoir pallier l'ensemble des manques. Donc, on va suivre cette équipe de Denver déjà sur l'infirmerie, sur l'état de santé général et pour les playoffs aussi. Comment ils vont se classer? Ça peut être important, peut-être pas pour le premier tour, mais pour dès les demi-finales de conférence. Quand on sait que la conférence Ouest, là, on va parler des équipes qui sont en dessous, sur lesquels on a peut-être un petit peu plus de doutes, mais qui restent quand même des effectifs de très très haute qualité. Ça peut faire des croisements. On sait déjà qu'au premier tour, il va y avoir des équipes qui étaient ambitieuses et qui vont sortir. Hein, mathématiquement, c'est obligatoire. Ouais. Et alors, je vous parle même pas de demi-finale. On enchaîne troisième segment un petit peu de notre revue d'effectifs de la conférence Ouest. On va s'attarder un petit peu j'allais dire, on va faire un troisième segment plus gros, tiens, on va changer un petit peu. On avait séparé Houston, on les avait mis tout seuls et on avait mis les Lakers et les Wolves ensemble, mais quand on regarde un petit peu le classement, ils sont vraiment cul et chemise, hein. Les Rockets sont quatrième avec 33-20, les Lakers sont à 33-21, donc il y a un demi-match d'écart et il y a également un demi-match d'écart avec Minnesota qui est à 34-22, donc là c'est vraiment, ils sont dans le short les uns les autres. Ouais. Comment aborder ces équipes-là? Il y a des éléments qui sont différents. Voilà, tu vas pouvoir nous le dire. Il y a des éléments qui sont évidemment différents. Est-ce que ces trois équipes-là, alors on peut le mettre comme ça peut-être. Ces équipes-là, on est d'accord qu'elles, bon, sauf banane de la part des trois premiers, elles vont se battre là pour les places 4 et 6. On est d'accord? Il y en a une que je peux voir glisser. D'accord, très bien. Si tu veux, on peut en parler. Laquelle de ces trois équipes sur laquelle toi t'es le moins serein? Tiens. Ah bah t'es Lakers. Tiens, c'est marrant, tiens. T'as pas dit les Wolves. Ah non mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors moi je vais être clair. La trade deadline des Lakers a été manquée. Tu peux pas jouer avec trois. C'est même pas des plots, c'est au-delà. Il y en a, t'as trois joueurs qui défendent pas. Ils peuvent faire des stats, hein, mais si tu défends pas un minimum, c'est mort. Et en playoff, ce sera encore plus criant. Et j'ai peur que eux, ça leur coûte des matchs. Et ça va leur coûter tellement de matchs que méfie-toi qu'ils soient pas en play-in. Non, mais alors, bon, j'irai peut-être pas jusqu'au play-in pour les Lakers, quoique. Mais alors, ce qui est sûr, et moi, c'est vraiment dans le noyau des 6 là, et donc Houston, Minnesota, les trois qu'on a cités au-dessus, c'est l'équipe, et ça me fait un peu chier de le dire, mais c'est l'équipe sur laquelle j'ai le moins de certitude et sur lequel j'ai le plus de doutes. Vous formulez ça comme vous voulez. Alors, pour éviter. Mais oui, non, mais. Oui, tu peux rien créer, à part la seule chose que tu peux faire, c'est mettre Austin Reeves sur le banc pour mettre un défenseur. Mais qui? Mais oui, non, mais le problème, c'est que t'as personne. Non, mais
Je l'ai toujours dit depuis le début de la saison. Je crois même qu'on en avait parlé quand on avait fait des previews au tout début et je change pas mon fusil d'épaule. Tu peux avoir un Luka Doncic aussi stratosphérique que tu veux. Là, il est à quasiment 33 points de moyenne, tout ça. Il est à quasiment 9 passes, quasiment 8 rebonds. Bravo, c'est bien, Luka. C'est très bien. Mais en fait, comme tu l'as dit, si tu défends pas un caillou, c'est mort, en fait. LeBron, voilà, ça devient vraiment compliqué. On voit, c'est peut-être vraiment la première année là où on voit un déclin. Le terme est pas joli. Et là, vous voyez pas, mais Yannick est en train de se lécher les babines parce qu'il sait que je vais pas être dans l'encensement de LeBron, mais ça devient un petit peu compliqué quand même. Je vous avoue déjà la relation avec les Lakers c'est de plus en plus toxique. Donc bon, ça c'est autre chose, mais ça rentre aussi dans le truc. Austin Reeves, c'est bien, mais moi j'y crois pas. Austin Reeves, j'ai jamais vraiment cru au projet Reeves. Euh, et donc en fait, ça fait beaucoup d'incertitudes. DeAndre Ayton, j'ai même pas envie d'en parler. Tu sais, quand il était arrivé, on s'était dit tiens, est-ce qu'on va retrouver le Ayton là moisi de la fin de Phoenix ou de Portland qui préfère jouer à la play, ça c'est ses mots, hein, plutôt que de jouer au basket, ou est-ce qu'on va retrouver un DeAndre Ayton qui va se dire tiens, j'ai une vraie opportunité d'aller loin et de montrer mon niveau parce que je vais avoir un mec qui va me faire des passes comme Luka Doncic. Bah, en fait, DeAndre Ayton au début, ça a été intéressant. Aujourd'hui, DeAndre Ayton, ça vaut plus grand chose en fait. Encore une fois, il est décevant. Alors, est-ce qu'il est décevant? J'en sais rien, mais en tout cas. On sait pourquoi il est décevant. Mais parce qu'il donne pas, il met pas les ingrédients, parce que ce mec-là, il s'en fout, tu vois. Non, mais parce que justement, sur les 3 joueurs, il y en a trop qui tirent la couverture à eux, sur les 3 joueurs. Et du coup, quand tu es intérieur, que tu fais nord-sud. Des allers-retours, oui, bien sûr. Des allers-retours, t'as pas la balle, machin. Mais lui, il fait son. Et j'ai regardé, tu sais combien il prend de shoot par match, DeAndre Ayton? Il prend 9 shoots. Ouais, mais c'est peu, tu vois. Mais oui, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais au bout d'un moment, t'as pas les ballons. Alors, t'as Luka qui squatte. T'as Luka qui squatte. Moi, je suis d'accord, en fait. Moi, ça me gave, tu vois. Et je sais que je vais pas me faire des amis dans la communauté Lakers, mais ça me gave. Il peut être aussi bon qu'il veut. Luka Doncic qui squatte le ballon et t'as 4 autres joueurs autour qui bougent pas et Luka qui fait son show, moi ça me gonfle en fait. Et t'iras pas en finale NBA, t'iras même pas en finale de conf avec ça en fait. Vu la densité à l'ouest, tu vas te prendre une banane. Moi les Lakers, c'est l'équipe type qui va se prendre une banane au premier tour. L'objectif, il est clair. De toute façon, quand il y a eu le trade, il a été clair, c'est on finit la période LeBron. On a un gros boulet au pied. On finit et derrière on va avoir les combien 50 millions, ouais, c'est un truc comme ça, ouais, j'ai pas voire plus à dépenser sur d'autres joueurs et on va construire un effectif là à ce moment-là. Et parce que on peut quand même acter que normalement LeBron fait sa dernière saison avec les Lakers, hein. Vu comment ça se passe là, ça paraît compliqué quand même. Oui, bah bien sûr. LeBron, c'est 52 millions cette année en player option. Voilà. Ouais, mais faut stop quoi, tu vois. Le truc, c'est que en fait, la construction de l'équipe ne peut pas lui aller. Et Ouais, mais alors attention. Ouais, vas-y, je termine après. Si tu veux, ça gâche la fin de carrière. Et si tu veux, ça ressemble un peu à des fins de carrière un peu moches, quoi, tu vois. On en a vu des fins de carrière moches, hein, mais alors là, je commence légèrement à me dire que oui, c'est peut-être on va peut-être avoir une fin de livre un peu moisi, tu vois. Mais attention aux Lakers parce que je vois le truc venir. Alors là, on se projette un peu plus loin, mais là, donc LeBron, il termine avec les Lakers et après, soit il décide d'arrêter, soit il va où il veut. Bon, bref, c'est pas le sujet. Attention après parce que t'as Luka qui est bloqué évidemment, mais après, en fait, t'as plus personne dans l'effectif l'année prochaine. DeAndre Ayton, c'est une player option à 8 millions, pardon. Austin Reeves, c'est sa fameuse année la contracture là cette année où après il a 14 millions en player option. Autant vous dire qu'il apprendra pas 14 millions évidemment. Donc moi je vois le truc venir gros comme une maison et ça va vite me saouler d'avoir les Lakers qui vont mettre la blinde à Austin Reeves. Et du coup, ils vont se retrouver à nouveau bloqués en termes de masse salariale entre Luka Doncic qui va toucher 50 patates l'année et Austin Reeves qui va toucher une grosse blinde parce qu'en fait, ils vont dire ah bah non, c'est Austin Reeves et Luka Doncic, on va faire des dingueries avec. Alors que non, on va rien faire du tout, ça va être de la daube. Non mais c'est les Lakers. Mais oui, mais ça me gonfle en fait. Mais tout le monde va venir aux Lakers et tout le monde est prêt à prendre
à couper son salaire pour rester pour jouer aux Lakers. Mais bien sûr que si, c'est mais moi, je te dis, moi, je te parle de l'erreur de management à venir, de vouloir mettre la blinde à Reeves. Et après, le truc type, je le dis depuis le début de la saison, Austin Reeves, c'est le fameux mec, c'est la contracture. C'est-à-dire, il te fait des perfs de malade pendant la saison où il attend pour aller re-signer son chèque. Il va signer la blinde. Je te dis pas qu'il va disparaître, mais après, on va se dire, ah putain, on a mis 40 millions sur ce mec-là. Et en fait, il nous a fait une saison 2025-2026 incroyable. Et après, on éteint le moteur, tu vois. Je le vois gros comme une maison. Mais t'es les Lakers, il y a un mec qui arrive, qui met 40 millions sur 4 ans sur Reeves, mais moi je te l'amène à l'aéroport. Hein. Je dis, ok, ben vas-y. Hein. Ah non, mais au bout d'un moment, faut. Enfin, ok, mais qui prête. Mais forcément, il y a des équipes qui vont lui proposer ça. On le sait. Mais qu'il aille ailleurs. Exactement. Qu'il y aille. Bon, bref, on a un petit peu débordé sur les Lakers, mais on va recentrer un peu si tu veux. Mais on est d'accord. Les Lakers sont la tête de l'équipe qui va se faire sauter au premier tour. Ah ben complètement. On est d'accord. On est d'accord. Et puis, je te dis, moi, je peux même les voir potentiellement. Enfin, dès la fin de saison, ça tourne mal dès la fin de la saison régulière. Hein. Attends, okay. Attends, encore une fois, 3 joueurs qui défendent pas. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, donc on est raccord. Et là, il y a les équipes qui vont commencer à se mettre en mode playoff. Eux, je vois pas comment ils peuvent se mettre en mode playoff. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de ça. Je pense aussi. Sauf que le seul truc à faire, c'est d'en mettre un sur le banc. Mais c'est pas forcément celui qu'il faut qui va aller sur le banc. Oui, mais ça ne solutionnera pas tout, Yaya, parce que le reste de l'effectif est pas suffisamment armé et blindé pour pouvoir boucher les trous défensifs des joueurs majeurs qui ne font plus rien. On va enchaîner quand même sur d'autres équipes. Bah tiens, on a parlé des Lakers, on peut parler des Wolves, là, qui sont actuellement 6e, qui sont juste à la porte entre play-off et play-in. Alors, je vais remettre le classement devant les yeux pour pas vous dire de bêtises, mais bon. Ouais, vous me direz, il y a juste un match et demi d'écart avec Phoenix, là, qui est vraiment le cactus par excellence, pour faire un mauvais jeu de mots. Les Wolves. Ouais, mais les Wolves, tu sais très bien, tous les ans, c'est l'équipe pénible. En fait, tu vois, c'est le cancre au fond de la classe, mais qui est tellement fort qu'il va te sortir le jour J la rédaction de 20 pages et que tu vas être obligé de lui mettre en avant. Et le truc, c'est ça. Donc, c'est non, c'est pas des cancres. Comment on dit, c'est des. Non, c'est pas des cancres, mais oui, en fait, c'est l'élève, tu sais, qui a la flemme, tu vois, et qui parfois, sur un éclat qui s'appelle Anthony Edwards, va te sortir un truc de fou, et tu dis, ah ouais, putain, mais c'est vrai que en fait, ils sont capables de ça. Mais à côté de ça, la plupart du temps dans la saison, ils sont un peu médiums, ils sont un peu mid, on se pose des questions, est-ce qu'ils sont vraiment motivés, est-ce qu'ils ont envie d'être là, tu vois, ce genre de truc là, tu vois. Mais oui, mais en fait, c'est que ils se chauffent en début de saison, ils pensent qu'ils peuvent être les mains en haut du guidon, et puis non, en fait. Et puis, malgré tout, moi, je pense que c'est une équipe qui est équilibrée, qui sait vraiment ce qu'elle fait. Il faut juste, en plus, tu vois, ils ont tradé McConley qui revient ils le sortent par la porte et il revient par la fenêtre. C'est magnifique. Donc, ça. Bah ouais, mais vraiment, c'est un truc génial pour eux, tu vois. Et ils ont récupéré Ayo Dosunmu. C'est pas mal ça, du côté des Bulls là. C'est dans tous les guards qui ont les Bulls. Ça peut être le petit ajout qui peut faire du bien, tu vois. Complètement. Et après, dès que ça commence à sentir l'odeur du sang, l'odeur des playoffs, il y en a un, pour moi, c'est le meilleur joueur de playoffs de la NBA, c'est Anthony Edwards. Tu penses toujours à moi, je t'avoue que je suis un petit peu plus sceptique cette année sur ce côté odeur du sang et alors ça va être compliqué en termes de classement là, pour l'instant, mais typiquement s'il y aurait eu un truc, tu vois, Minnesota Lakers au premier tour,
Là, je te disais direct, allez, c'est bon, les Wolves, ils vont mettre une raclée aux Lakers parce qu'un mec comme Edwards, il va tout de suite voir la faille, il va aller tout droit et ça va rouler. Bon, là, ça va pas être possible en termes de classement. Ouais. Là, je sais pas, cette année, je les sens moins sereins dans le Alors, travail collectif. Quand tu vois Gobert, les sorties qu'il a pu avoir sur le côté diva ou le côté bon allez, faut se bouger un petit peu si on veut gagner des matchs, il faut défendre et tout. J'ai pas l'impression que ça sent la sérénité de fou, tu vois. oui, mais ça, on connaît Gobert et il fait toujours des sorties comme ça. Alors, je vais être clair. Si c'est contre Denver, je suis pas serein. Bah là, tiens, regarde. Là, par exemple, tu vois, Là, aujourd'hui, on c'est fait Denver. une Hein. playoff fiction là, 3 contre 6. Là, aujourd'hui, tu as Denver, Minnesota. Ah ben, on n'est pas loin du caca culotte pour Denver, hein, quand même. Hein. Ah, y a personne à Denver pour arrêter Anthony Edwards. Hein. Non, mais il y a qui pour arrêter Nikola Jokic à Minnesota? Ah, c'est pas Euh, Rudy, hein. ben, Spoiler même alerte. Randall, Ah, Randall arrête, oui. Bon, d'accord, il a joué à New York, mais c'est bon, c'est Randall. Tu vois. ouais, mais tu verras. Moi, je pense que, Bon, tu vois, il y a Anthony Edwards, il se surpasse dans les matchs comme ça, et tu y as à sortir, voilà. ouais, Donc, bon. ouais. Donc, Mais donc après moi, tu vois, tu me dis, Minnesota finit quatrième, je suis même pas surpris. bah, c'est une très bonne passe décisive parce que du coup, j'allais embrayer sur le quatrième qui sont les Rockets de Houston, équipe bah, qui était et qui est toujours évidemment très ambitieuse avec entre autres l'arrivée de Kevin Durant là, sur le début de saison. Mm. Qui du mois d'octobre dernier évidemment. Les Rockets qui sont peut-être un petit peu plus dans le dur en ce moment, c'est un peu moins fluide, il y a une sorte de hype peut-être qui retombe un peu moins, qui retombe un peu, je sais pas comment qualifier Euh, tout ça. Eux, Euh, le vrai problème pour eux, c'est que Van Vliet est blessé. Bah, mais ça a toujours été le truc. Depuis le début de la saison, il n'est pas là, Van Vliet. Il y a eu des phases avec les Rockets où on s'est dit, ah, purée, quand même, cette équipe-là, elle va être très, très relou à jouer, elle va être très, très relou à jouer. Et là, en ce moment, tu sens que c'est quand même, voilà, moins, en fait, t'as l'impression que, je vais pas dire l'histoire d'amour entre Kevin Durant et les Rockets c'est terminé parce que c'est loin d'être le cas. Mais tu sais, il y a plus ce truc du début là où tout est beau, tout est parfait, tout le monde va bien, tout le monde, t'es Non, heureux, tu sors tous les soirs, tu fais des bisous, des câlins, tout ça tout le temps. Là, t'as l'impression que, je sais pas, il y a un petit ronron, tu vois. ouais, je suis assez d'accord. Mais après, quand ton meilleur joueur, c'est Kevin Durant, qui a Ouais, mais 38 ans. bah, c'est ça qui a 38. Il a 38 ans, Kevin Durant, il en a plus Mais 27. Hein. ouais, mais ça reste toujours un super joueur, mais c'est le problème, quoi, tu vois. Et il prend de la place à Sengun. Tu vois, c'est un peu le problème. En fait, aujourd'hui, le vrai truc, c'est que normalement, le joueur phare de cette équipe, ça doit être Sengun. Tu vois. Et Mais Sengun est-ce que, et Ahmed mais Thompson, tu vois. C'est eux qui doivent tenir l'équipe. Et en fait, le problème, c'est que KD, il doit être en support. Même si c'est le meilleur marqueur, c'est un ouais. support. Mais c'est pas le cas. Et justement, c'est là où, en fait, Van Vliet manque. Parce que tu vois, c'est le meneur et on oublie le rôle du meneur parce que maintenant, c'est du positionless beaucoup. Mais un meneur, mais tu vois, pas seulement meneur de jeu, mais meneur de vestiaire qui fait en sorte de partager la balle et de trouver les bons spots, tout ça. Kevin Durant, tu sais ce qui va t'amener. Tu sais qu'il va t'amener des points, que s'il y a besoin de protection de cercle, il va l'avoir. Il a plus la même mobilité qu'avant, mais si tu as besoin d'un panier tu sais, tu le mets en ISO, tac, Oui. il va marquer sur n'importe qui. Mais après, tu vois, faire des systèmes, des machins, un truc élaboré, t'as pas besoin avec Kevin Durant. T'as pas besoin. Non, ça c'est l'avantage quand t'as un mec comme Kevin Durant, tu sais que t'es plus serein quand le match est serré et qu'il faut Voilà. conclure. Tu vois. Alors que tu vois, un Sengun, bah, tu fais un pick and roll, et puis ou tu vas le faire jouer post-up, et puis bah, il va défoncer tout le monde. Bon, donc bon, moi en fait,
c'est le fond de jeu. Moi, tu vois, je pensais que ils allaient vraiment cette année décoller, sans jeu de mots, hein, avec les Rockets. Tu vois, ça fait Non, mais tu vois, tu aurais pu la faire. Tu aurais pu faire ton bout. Non, mais c'est ça que j'apprécie chez toi, Yannick, c'est que tu ne vas pas dans la facilité. Tu aurais pu faire ton premier jeu de mots tout à l'heure avec notre Française qui est partie dans l'ISS là, à ce moment-là de l'épisode, mais tu as préféré prendre un petit peu plus de panache et prendre des risques et le faire en début d'émission. Et ça, c'est tout à ton honneur. Oui, bah bien sûr. Bah, excusez-moi, messieurs dames, mais ça s'appelle un peu le talent. Non, mais tu vois, moi je reste persuadé, tu vois, il manque un petit truc. Ouais, Et je suis d'accord. c'est Van Vliet. Après, c'est extrêmement bien coaché, ils savent où ils vont. Mais j'ai peur que ça plafonne au bout d'un moment. L'année dernière, ça a été dur, hein, la défaite en playoff. Mm. J'ai d'où l'arrivée, mais ils ont perdu des joueurs qui sont importants et qui peuvent être, qui vont peut-être manquer. Dont un joueur dont on va parler après. Est-ce que tu vois plus Denver, n'importe quoi. Est-ce que tu vois plus Houston aller se battre pour la 3e place avec Denver, sachant qu'il y a un match d'écart au moment où on tourne? Ou est-ce que tu vois plus Houston à la bagarre pour garder un spot en playoff entre les Lakers et les Wolves? Bonne question. Moi, je les vois bien rester, tu vois, 4-5. Je les vois bien 5e. Ok, mais donc plutôt dans la deuxième partie de ma question. Pas aller concurrencer le top 3, mais s'arracher Le, pour garder une bonne place en playoff direct, tu vois. le truc, c'est qu'il va falloir qu'ils mettent une grosse série à un moment ou un autre Mm. pour revenir. Ah ouais, ouais, mais tu vois, le fait de se poser la question montre aussi qu'on a peut-être quelques doutes sur ça. Après, encore une fois, tu vois, ça va dépendre aussi de Denver et de l'infirmerie de Denver. Hein. Ça. Bah oui, Denver, évidemment. il faut une série de défaites. Ben, Houston, ils reviennent, tu vois. Et derrière, moi, je reste un Minnesota believer. Oui, oui, bah oui, oui, ça on le sait. On va vite terminer, tiens, on voulait en parler. Oui. On a fait le top 6, mais il y a quand même dans la conférence Ouest, peut-être par rapport à l'Est, quand on en avait parlé, on n'avait pas vraiment abordé la partie play-in, sans être dans le côté play-in, mais il y a 2 équipes peut-être qu'on voit aller embêter. Alors une, vraiment aller, pourquoi pas embêter là les équipes qui sont entre la 4e et la 6e place, et cette équipe de Phoenix. Oui. Les Suns là qui sont à 32-23, ils sont un match et demi derrière les Wolves, donc autant vous dire pas grand-chose quand on voit ce que proposent les Suns depuis le début de la saison. C'est vraiment l'équipe surprise par excellence. Je sais pas comment tu voyais ça, Yannick, mais moi je les voyais pas du tout. Je les voyais plutôt en mode un peu allez, pourquoi pas les s'arracher pour un play-in, mais en 10e place et pas être en tête des équipes du play-in, et même pourquoi pas aller arracher un spot direct en play-off. C'est une équipe qui s'est restructurée. On parlait Oui. de Kevin Durant à l'instant, donc bah il y a eu cet échange là du côté de Phoenix. T'as du Dylan Oui. Brooks qui est arrivé, ce genre de truc. T'as toujours Devin Booker qui est là. Ça fonctionne bien, ça tourne bien, le collectif est là. C'est une équipe dont on parle très peu, mais il faut faire toujours attention à ces équipes-là dont on parle pas beaucoup et qui peuvent être typiquement ceux qui vont être très très chiants à jouer et qui pourraient eux pourquoi pas faire un gros push de fin de saison et aller se qualifier directement en playoff, et ce serait quand même une grosse surprise, en tout cas de mon point de vue, tu vois. Mais tu vois, c'est l'équipe que, comme elle est sous les radars, ils ont zéro pression. Et puis, je vais te dire, à Phoenix, c'est pas le marché où tu as le plus de pression. Hein. Tu vois, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas au supermarché, il y a un papy avec son déambulateur qui va te mettre un coup de canne, quoi. Tu vois, c'est la seule chose. Donc, tu vois, il y a tout, vraiment tout. Changement de coach, changement de philosophie. On donne les clés à Devin Booker, qui est le visage de la franchise. On arrête de l'obstruer et on met des joueurs de devoir autour de lui. Ça a des limites, clairement, mais ça suffit pour gagner des matchs. Donc, bah voilà, eux, ils continuent. Tu donnes tous les ballons à David Booker. Enfin, quand je dis tu donnes tous les ballons, quasiment. Oui. Et surtout, ils ont fait une grosse acquisition. C'est que à David Booker, on a remplacé une star qui faisait pas le sale boulot
par un gars random que tout le monde déteste, mais dont tout le monde a peur, c'est Dylan Brooks. C'est le gars typique qui fait le sale boulot. Et je suis désolé, mais le gars, là, avec son année à Phoenix, il redore son blason. Non, mais je suis d'accord. C'est pas juste un goon, hein. C'est ok, il va aller se chicaner avec tout le monde, mais c'est un joueur de basket, hein. Ah oui, il le montre. Non, et t'as raison sur le côté redorer son blason. Je suis d'accord avec toi. Et pourtant, c'est un mec que j'aime vraiment pas, mais il propose vraiment une très très belle saison. T'as d'autres mecs aussi qui sont intéressants. Le petit Colin Gillespie là. Ouais, le meneur. Attends, moi je veux juste te dire, c'est que quand tu regardes avant le match la liste en face, que quand t'as sur le terrain en même temps Dylan Brooks et Grayson Allen, tu sais déjà que tu peux aller prendre des plantes, hein, parce que tu vas avoir mal. Hein. Ah là, je peux te dire, prépare les cataplasmes et tout. Hein. Ah non, mais là, Camilla et tout. Hein. Ah non, mais c'est direct. Hein. Ah, mais c'est vrai que cette équipe-là, tu vois, comme tu l'as dit, l'année dernière, c'était la punchline avec Bradley Beal, avec Kevin Durant, le fameux Big Swig Booker qui n'a pas du tout fonctionné, qui n'a jamais marché. Là, ils ont réussi à virer 2 des 3 joueurs. Ils ont gardé l'essence des Suns depuis des années, c'est Booker. Et franchement, c'est vraiment la très belle surprise de l'année du côté de la conférence Ouest, cette équipe de Phoenix. Donc, moi, je les vois bien aller gratter une place en playoff. Tu le disais tout à l'heure, entre Houston, les Wolves et les Lakers, s'il y avait une équipe qui devait descendre, ce serait les Lakers, c'est ça? Ouais. Ah ouais, complètement. Et là, je peux te dire qu'il y en a. Ouais. Il y en a un. Je veux voir les interviews d'après-saison, quoi. C'est vrai que si Phoenix continue à être toujours, il n'y a pas de raison que ça change, s'il continue à toujours être aussi intéressant dans ce qu'il propose d'un point de vue basket, vraiment sur le terrain, c'est intéressant de regarder Phoenix comparé à d'autres équipes, dont les Lakers, où c'est quand même des fois c'est horrible, c'est moche à regarder. Bah là, j'ai presque envie de dire, et je te laisse après là-dessus, mais au mérite, je sais pas si on peut qualifier ça, mais au mérite basket. Et bah tu vois, je préférais avoir Phoenix en playoff que les Lakers, tu vois. Alors tu vois, pour moi, il y a juste un truc, c'est que ils jouaient avec l'insouciance. Maintenant, il faut, tu vois, tu jouais pour le fun et machin, t'avais pas de pression. Maintenant, tu vois, avec les playoffs qui arrivent, il y aura peut-être un peu plus de pression. Devin Booker, lui, il tremblera pas, mais les autres, on sait pas. Surtout, tu vois, changement de coach, changement de philosophie, on savait pas trop à quoi ils étaient peut-être un peu moins scoutés. Maintenant, on sait exactement quel est leur jeu, tout ça, c'est étudié. Donc, ok. Attention. Juste pour conclure en bref, parce qu'on parlait de 2 équipes donc dans ce range-là, alors en dessous, mais avec là t'as un delta, il y a les Warriors, après t'as Portland et t'as les Clippers 10e, voilà pour les 3 autres équipes qui sont actuellement dans le play-in. On parlera pas du fond du classement qui devrait pas aller se battre pour le play-in, donc ça va jouer entre ces 4 équipes-là, Phoenix, Warriors, Blazers, Clippers. Est-ce que toi, au-delà des Suns, tu vois une des 3 équipes là, Golden State, Portland ou Los Angeles, Clippers, qui pourrait pourquoi pas nous proposer un truc de fin de saison intéressant, ou alors ça va rester comme ça dans ce range-là entre ces équipes, tu vois. Le problème des Warriors, c'est la blessure de Jimmy Butler, l'arrivée de Porzingis qui joue pas. Voilà. Tu vois, moi finir comme ça, c'est compliqué, tu vois. Pour moi, c'est très compliqué de voir Golden State finir comme ça. Vivement que la saison se termine. Pour eux, ils vont aller faire un petit tour en play-in. À l'expérience, ils vont peut-être gagner les 2 matchs. Ils vont peut-être aller en play-off, faire un dernier tour de piste. Mais ça va être compliqué. Les Clips, quand t'as Kawhi, tout va. Mais le problème, c'est voilà, il est sur courant alternatif. Et puis, t'as viré Zubac. Les mouvements de deadline des Clippers, encore une fois, on comprend rien quand même. Hein. Le but, c'est de préparer l'année prochaine. Oui, Garland, voilà. Ouais, mais Garland, regarde, on va pas faire le débat sur les Cavs parce c'est pas le truc, mais on n'a jamais été fan. Alors,
encore moins de Mitchell que de Garland, mais on n'a jamais non plus encensé Darius Garland, tu vois. Donc, il arrive aux Clippers, il arrive dans un effectif. Moi, Voilà, tu vois. je pense que tu vois, c'est un bon truc pour l'année prochaine, les Clippers. Ouais, ok. Ouais. Bah, bon, en tout cas, pour cette année, pas pour cette année. Si t'avais gardé Zubac. Oui, mais bon, c'est les Clippers, faut bien faire une dinguerie au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Et Portland, Portland, c'est la bonne merci. surprise. Oui, mais qu'on n'envisage pas non plus haut, tu vois. Pas cette année. Mais ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal s'ils se battent en play-in, tu vois. Ouais, j'aime bien ce que font les deux petits Français. Hmm. Tu vois, Rupert, il fait son petit bonhomme de chemin et Sissoko, il fait quelques matchs. On a appris que son contrat allait être garanti. Il va plus être un two-way, il va être en contrat NBA, donc à temps plein. Donc très bien. Bon, parfait. On a fait notre bon tour là de la conférence Ouest et de cette hiérarchie. Donc pour répondre à la question, est-ce que toi tu vois une hiérarchie vraiment changeante sur la fin de saison régulière ou pas? Est-ce que tu vois toujours ce trio là, OKC, San Antonio, Denver, la bataille ensuite entre Houston, Lakers, Wolves, pourquoi pas Phoenix à rentrer dans la danse? En gros, Ouais, on est voilà. d'accord? On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Ah, moi, je pense que les Lakers sont un petit peu dévissés. Ouais. Et ça va dépendre des blessures pour Denver. Denver vont peut-être rentrer dans le rang, mais voilà, s'ils sont en santé, non, ils reviendront et ils pourront peut-être même prendre la deuxième place, Ok. pardon. Ah ouais, alors moi je les vois plus, pourquoi pas tomber en 4 qu'aller en 2. Hein. Ah oui, mais je t'ai dit en santé. Ouais, là t'as 3 matchs et demi de retard sur San Antonio quand même, hein, à l'heure actuelle. Bon Ouais. après, Après, on n'est pas à l'abri. Il reste des matchs. Suffisamment de matchs, ouais. Ouais. Bon voilà pour notre petit tour. On aura bien évidemment l'occasion de pouvoir reparler des perspectives de playoff pendant les futures semaines évidemment de saison régulière. On va vous laisser là-dessus. Merci Yaya. Merci Chris, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Yes, on se retrouve très vite donc pour un nouveau podcast N1 autour de l'actualité basket. Et sur ce, passez une bonne semaine. Profitez bien de votre pause basket, ça fait du bien de se reposer un petit peu aussi et pour rattaquer sur les chapeaux de roue pour la fin de saison régulière et les playoffs. Bonne journée, bonne soirée à vous. Ciao. Ciao.